bonjour, bienvenue à cette conférence de presse de la ministre Chantal Rouleau. Vous êtes prête? Vous allez commencer par une allocution? Oui. Juste préciser qu'on c'est des allocutions suivies par des questions. Oui, il va y avoir une période de questions à la suite, évidemment. C'est bon. D'accord. Alors, bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai présenté tout à l'heure le projet de loi 71 qui vise à améliorer l'accompagnement des personnes et simplifier la vie des gens. C'est en fait modifier un régime d'assistance sociale, c'est vraiment pas un exercice qui doit se faire à la légère. Si les personnes doivent bénéficier de l'assistance sociale, c'est qu'elles vivent des situations qui sont éprouvantes, qui sont difficiles. Alors, le régime d'assistance sociale assure un niveau de dignité à nos concitoyens et doit les sortir, les aider à sortir de ces situations qui sont problématiques. Avec ce projet de loi, on veut accompagner davantage les prestataires pour justement les aider à surmonter les obstacles qui entravent leur intégration à l'emploi et leur participation sociale. On propose de passer d'un régime punitif à un régime plus humain, plus simple et plus propice à un retour vers l'emploi. Différents volets du régime ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui et nous avons l'intention d'y remédier. Les dernières modifications majeures au programme datent d'il y a 20 ans. La réalité de l'époque était tout autre. En 2004, il était encore permis de fumer dans les bars et les restaurants. Le régime québécois d'assurance parentale n'était pas encore offert et le salaire minimum était à 7,45 $. C'est pour dire que le Québec a bien changé depuis. Le taux de chômage qui avoisinait les 9 % est maintenant à un peu plus de 5 %. Au premier trimestre de 2024, il y avait plus de 35 000 postes disponibles n'exigeant aucune scolarité minimale. Ça signifie que des emplois sont donc disponibles pour les personnes prestataires que nous voulons remettre en mouvement. Au fil du temps, malgré certains ajustements au régime, notamment la création du programme Objectif Emploi en 2018 ou le programme de revenus de base qui a été mis en place le 1er janvier 2023, le régime d'assistance sociale est demeuré essentiellement le même pour la majorité des prestataires. Un régime qui est lourd, complexe, qui n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Depuis 20 ans, le portrait des prestataires a aussi évolué. De près de 400 000 adultes en 2004 sur le programme d'assistance sociale, ils sont maintenant autour de 233 000, un peu moins de 233 000 personnes aujourd'hui, en excluant les demandeurs d'asile qui sont du nombre de 56 000 en ce moment, alors qu'en 2004, ils étaient 7 000. On a un peu plus de 30 % des prestataires qui n'ont pas de contraintes à l'emploi. Et en général, les prestataires sont moins nombreux, mais plusieurs d'entre eux doivent relever des défis plus importants, notamment liés à la santé mentale. Ça signifie que des personnes ont besoin d'un meilleur accompagnement, d'un soutien accru et d'encouragement pour se mettre en mouvement. L'assistance sociale, c'est là pour aider, mais ce n'est pas un projet de vie. Et ce projet de loi est au cœur de tous mes efforts pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est ce projet de loi qui donne toute la consistance au plan de lutte que j'ai déposé en juin dernier. En modernisant le régime, on veut améliorer l'accompagnement des personnes éloignées du marché du travail. On propose de le faire en accordant le droit à tout prestataire à un plan d'intervention individualisé. On veut favoriser l'arrimage entre les différents services pour la mise en place de réseaux régionaux d'accompagnement. Ceux-ci mettront à profit l'expertise des organismes locaux. Nous voulons aider les personnes à stabiliser les différentes sphères de leur vie et évoluer dans un environnement plus digne, plus sain. Notre volonté, c'est de créer un volet participation sociale au programme d'aide et d'accompagnement social qu'on appelle le PASS. Ce volet favoriserait la participation sociale des prestataires qui présentent des défis de socialisation et qui créent des barrières
à l'employabilité. On a aussi l'intention de remplacer les notions de contrainte à l'emploi par des notions de contrainte de santé. Par exemple, en ce moment, avoir 58 ans, c'est une contrainte à l'emploi. Notre objectif, c'est de centrer les interventions sur la condition de la personne plutôt que sur la capacité de travail. Pour y parvenir, nous voulons reconnaître l'expertise d'autres professionnels de la santé et des services sociaux. Nous souhaitons notamment mieux tenir compte non seulement des contraintes de nature médicale, mais également améliorer la reconnaissance des contraintes de nature psychosociale. Il est clair que par l'emploi, on améliore ses conditions économiques. Pour favoriser l'intégration en emploi, nous proposons d'ouvrir le programme Objectif Emploi aux personnes qui demandent à nouveau l'aide financière de dernier recours. Présentement, ce programme est réservé aux personnes qui présentent une première demande. Objectif Emploi est également assorti d'une aide financière plus importante et d'un accompagnement pour encourager les personnes à se mettre en mouvement. L'un des défis aussi que l'on rencontre avec nos prestataires, c'est celui d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Je rappelle que près de 42 autour de 40 des prestataires sont sans diplôme. Pour encourager la diplomation, nous prévoyons instaurer un supplément pour les études menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires et une prime à la diplomation. En simplifiant le régime, on espère aussi le rendre plus humain. Nous souhaitons verser directement à chaque conjoint la part de la prestation de la famille qui lui revient. Un adulte, un chèque, de façon à favoriser l'autonomie et éviter des situations de codépendance et même parfois de violence. Pour aider les jeunes adultes qui sortent des centres de jeunesse ou d'un cadre familial difficile, nous proposons d'abolir la contribution parentale dans le calcul de leurs prestations lorsqu'ils ne vivent plus ensemble avec leurs parents. Le régime est complexe et les personnes qui en bénéficient peuvent rencontrer des problèmes de littératie ou de numératie qui font en sorte qu'elles n'ont pas bien compris ce qui leur est demandé comme information. Nous ne voulons pas que les gens s'appauvrissent parce qu'ils ont involontairement commis une erreur. Le surendettement peut être un obstacle à la mise en mouvement de ces prestataires. C'est pourquoi nous suggérons de revoir la définition de la fausse déclaration pour que le caractère intentionnel soit clairement démontré. Nous suggérons aussi de réduire de 15 à 5 ans la période pouvant être réclamée en cas de fausse déclaration. Cette modernisation passe impérativement par la simplification des programmes. Entre autres mesures, nous allons fusionner le programme d'aide sociale et le programme de solidarité sociale pour créer le programme d'aide financière de dernier recours. Alors, ceci résume les avancées importantes que nous proposons et ces mesures, cette modernisation est au cœur de mon plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Avec ce projet de loi, nous voulons soutenir et accompagner les personnes pour qu'elles puissent vivre dans la dignité et contribuer pleinement à la société à la hauteur de leurs capacités. Je vous remercie. Merci, Madame Rouleau. On va commencer la période de questions. Patrick Belrose, le Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Mme Rouleau. Vous dites qu'on élargit l'accès à Objectif Emploi, mais dans le fond, ce sera une obligation pour les gens qui reviennent dans le programme d'assistance sociale de participer à Objectif Emploi. J'en comprends dans le fond, vous allez dans le même sens que le ministre Hamad à l'époque, qui avait été très critiqué. Pourquoi avoir fait ce choix? Bien, ce qui permet de sortir de la pauvreté, c'est l'emploi. Toute la littérature, toutes les recherches, toutes les rencontres que j'ai faites, c'est clair. Sortir de la pauvreté, c'est par l'emploi. C'est là qu'on peut améliorer sa condition économique, ses conditions de vie. Le programme Objectif Emploi, il est performant. Il fonctionne très bien. Alors, en ce moment, il fonctionne pour les personnes qui font la demande une première fois. On l'ouvre parce que ça permet à des gens qui
qui ont quitté l'aide sociale, mais qui reviennent parce que ils ont subi un coup dur, ils reviennent une deuxième fois, ils pourront avoir accès. Et ce que ça permet, c'est d'améliorer le niveau le niveau de revenus. Avec Objectif Emploi, on peut aller chercher 325 à 475 $ par semaine. Alors, c'est quelque chose d'assez important qui va permettre d'intégrer des personnes qui sont arrivées à l'aide sociale, qui est une aide de dernier recours, de les intégrer à l'emploi. Ils ont droit à une formation, ils ont droit à un accompagnement, et on les accompagne tellement bien qu'il y a un taux de réussite assez important. Là, on parle de 90-95 % de réussite. Quand on dit réussite, ça veut dire que 90 des gens qui viennent en emploi, qui vont suivre toute la formation, et puis il y aura un taux de rétention de 70 % environ. En fait, si je peux me permettre... Je suis accompagné de Francis Gauthier, sous-ministre adjoint à la solidarité sociale. En fait, par rapport à un participant à une mesure d'emploi qui n'est pas dans Objectif Emploi, le fait de participer à Objectif Emploi permet aux participants d'obtenir plus rapidement un emploi et un meilleur emploi sur le plan de la rémunération. C'est qu'en moyenne, ils vont avoir un emploi qui est mieux rémunéré que quelqu'un qui n'a pas passé par le programme Objectif Emploi. Donc, c'est bien 90 % des participants qui terminent avec un emploi. Bien, qui vont... En fait, on est plus autour de 60 % dans le fond. Qui vont avoir l'emploi, mais exact. Ils vont faire la formation, ils vont s'intégrer, puis ils vont participer. Et il y aura un 60 quelques pourcents là, qui vont garder cet emploi-là pendant un bon bout de temps. Alors, il ne faut pas oublier que les prestataires de l'aide sociale, là, la moitié des prestataires n'ont pas ou peu d'expérience de travail aussi. Alors, on a un enjeu, pas beaucoup d'expérience de travail. On a un enjeu, pas de diplôme d'études secondaires. Là, c'est 40-42 % des prestataires qui n'ont pas terminé leur secondaire. Et ils sont comparés à ce qu'on a connu il y a 20 ans, lorsque la loi avait été mise en place. Ils sont plus éloignés du marché du travail. Ils ont donc besoin d'accompagnement. Ils ont besoin qu'on puisse faire en sorte là, qu'ils reprennent confiance en eux. Et c'est pour ça qu'on a différents programmes. Il y a Objectif Emploi, c'est l'emploi comme tel qu'ils vont obtenir. Et il y a le programme d'aide et d'accompagnement social, le PASS, qui va leur permettre, avec le nouveau volet qu'on ouvre là, de participation sociale, c'est de la pré-employabilité. Et ça, c'est dans toute la tournée que j'ai faite à travers le Québec, parce que je suis allée partout, dans toutes les régions, milieu rural, milieu urbain. J'ai rencontré plusieurs centaines de personnes et d'organismes et des personnes qui sont qui sont des prestataires d'aide sociale. C'est le message clé, l'accompagnement. Il faut veiller à ce que... Il faut les accompagner pour les aider à mieux s'insérer dans la société. Et je n'ai pas rencontré personne dans aucune région du Québec, aucun prestataire qui m'a dit, ben moi, je veux rester chez nous à rien faire. Il n'y a personne qui dit ça. Tout le monde veut contribuer, mais il faut qu'ils puissent le faire à la hauteur de leurs moyens, puis on veut leur donner ces moyens-là par cette nouvelle loi. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour. En fait, je suis un peu surprise parce que tout à l'heure, pendant le briefing, on nous a expliqué que n'eût été des demandeurs d'asile, dans le fond, il y aurait une baisse de 40 % là, des prestataires de l'aide sociale en 20 ans. Puis, on comprend que c'est un nouveau facteur quand même qui est important. Sauf qu'il n'y a aucune mesure qui cible les demandeurs d'asile dans le projet de loi. Je voudrais savoir pourquoi. Bien, c'est vrai que les demandeurs d'asile ont pris beaucoup de place parce qu'on est accueillant et lorsqu'ils arrivent, puis on veut l'être, là, puis c'est dans notre nature, ils arrivent et
il y a certaines personnes, il y a un certain nombre des demandeurs d'asile qui ont besoin de ce soutien, de cette aide de dernier recours. Alors, on les accueille, ils embarquent. Pour travailler, ils ont besoin de leur permis de travail. Et pour avoir ce permis de travail, bien, il faut que le gouvernement fédéral leur donne le permis de travail. Alors, c'est ça qui crée des délais, mais ça demeure une main-d'œuvre qui est disponible. Ils n'arrivent pas ici pour dire « je veux un chèque d'assurance sociale ». Ils arrivent pour dire « je veux améliorer ma vie, puis je veux travailler au Québec ». Alors, il y a, à partir du moment où ils ont le permis de travail, ils sont bien accompagnés aussi pour obtenir un emploi. Donc, il n'y avait comme rien à faire sur le plan législatif, c'est un peu ça votre point. Bien, ils sont en fait sur l'aide sociale environ 11 mois, là, le temps d'obtenir les permis adéquats. On voudrait que ce temps soit réduit parce que ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Ils arrivent et ça a tout un impact là, sur l'ensemble de notre offre sociale. Ça a un impact sur les organismes communautaires, ça a un impact sur nos écoles, ça a un impact partout. Alors, c'est un enjeu qui est travaillé par notre actuel ministre de l'Immigration avec le gouvernement fédéral. Mais pour nous, j'appuie toutes les démarches du ministre de l'Immigration. Puis, sur un autre sujet, ça fait des années que les groupes qui interviennent auprès de ces personnes-là réclament une espèce de mesure, vous placez la mesure Saint-Valentin, là, parce qu'on dit que, dans le fond, le régime tel qu'il est, enfin, désavantage les amoureux, les gens qui habitent ensemble puis qui sont sur l'aide sociale. C'est comme, dans le fond, on les a encouragés à ne pas habiter ensemble parce qu'ils sont pénalisés financièrement. Puis, je vois que vous avez fait le choix de ne pas leur accorder d'accommodement majeur, à part pour les aidants naturels, les proches aidants. Est-ce que c'est possible de nous expliquer pourquoi? Bien, il y a un geste majeur qui est posé avec l'individualisation des chèques. C'est une personne, un chèque. Mais un couple reconnu, un milieu familial, par la loi, par l'ensemble de nos régimes, le couple se doit mutuellement assistance et il est reconnu qu'il y a certaines économies d'échelle lorsqu'on vit à deux, ensemble. La livre de beurre, si je prends l'exemple, elle va coûter la moitié pour chacun, alors que pour la personne seule, le coût de la vie va être plus élevé. Alors, c'est très lié à la loi et à nos règles maritales. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour. Malheureusement, je n'avais pas la chance de pouvoir assister au briefing technique parce que je suis tout seul dans la vie. Je ne veux pas faire pitié, là. Mais juste au niveau de l'emploi, par exemple, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a personne qui vous a dit « ben moi, je suis sur l'aide sociale puis je veux y rester ». Là. Mm-hmm. Mais dans le cas d'une personne qui ne voudrait pas, absolument pas, là, se trouver un emploi ou qui serait réfractaire à se trouver un emploi ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui arrive avec ces prestations d'assurance sociale ou d'assistance sociale, pardon? Bien, une personne qui ne veut absolument pas participer à aucun programme, aucune ressource qu'on lui propose aura le minimum qui existe là, dans l'aide sociale. Ce sera la prestation de base et point. Mais aussitôt qu'il y a une volonté de mieux s'intégrer, de participer. Et là, ce qu'on vient d'ajouter, c'est pas... Bon, l'emploi, c'est primordial. Il faut aller vers l'emploi. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage entre certains prestataires et le marché de l'emploi. Et ce qu'on vient confirmer, c'est d'intégrer ces personnes-là dans la participation sociale, ce qui n'existait pas. Ce qu'on fait aussi, c'est en identifiant maintenant les contraintes, non pas contraintes à l'emploi, mais contraintes de santé, on ajoute, disons qu'on
on considère là, que la santé mentale, c'est important et que les enjeux psychosociaux sont importants. Alors là, on met en place des ressources pour aider ces gens à être mieux accompagnés pour aller vers la participation sociale, vers l'intégration, vers l'emploi. Alors, juste pour poursuivre avec l'exemple, la prestation de base, elle est de combien versus une personne qui est impliquée, par exemple, dans les programmes de retour à l'emploi? C'est quoi la différence qu'il reçoit sur le chèque? Bien, par exemple, la prestation de base, c'est 807 $ par mois. 807. Mais s'ajoute à ça des prestations si la personne a Une contrainte. contrainte aujourd'hui de l'emploi, mais bientôt de santé. Si elle va, par exemple, dans Objectif Emploi, bien, c'est 325 à 475 $ par semaine de plus que cette personne-là aura. Ma deuxième question, ce serait... Et puis, ce qu'on favorise aussi, c'est la formation. Et ça aussi, c'est très important. Sachant qu'il y a un taux les gens sans diplôme là, sont quand même assez nombreux, mais on veut les encourager à aller chercher leur diplôme d'études secondaires. Vous avez parlé tout à l'heure des demandeurs d'asile. Ça coûte combien au système de base? Là, vous avez dit qu'ils sont en moyenne autour de 10 mois là, sur l'aide sociale. Ça coûte combien par année au système? Bien, par mois, c'est environ 50 millions de dollars de plus. Caroline Plante, La Presse canadienne. Bonjour, Madame Rouleau. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles embauches pour mieux accompagner toutes ces personnes? Il n'y a pas de nouvelles embauches et tout ça se passe dans un cadre financier qui est déjà prévu au sein du ministère. Le fait de fusionner des programmes vont libérer des ressources qui vont pouvoir être plus attachées, disons, à l'accompagnement. Parce que de fusionner va éliminer une certaine bureaucratie, va permettre de revoir les formulaires. Puis il y a tout un exercice là, qui va se faire là, pour réduire les enjeux administratifs actuels. Fait qu'il n'y a pas de nouvelles embauches. On garde notre monde. Il va y avoir des déplacements. Et on va être plus... ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour les gens, beaucoup plus simple pour les gens. Puis ça va être avantageux aussi pour les employés. Parce que dans ma tournée, si je peux me permettre, dans la tournée que j'ai faite, j'ai aussi rencontré les employés des bureaux de Service Québec. Je suis allée dans à peu près tous les bureaux, rencontrer les gens qui sont souvent en première ligne, là, puis qui reçoivent les gens qui viennent demander l'aide de dernier recours, puis j'ai bien entendu ce qui est leur préoccupation. Alors, une très large partie du projet de loi est basée sur cette écoute-là auprès de nos employés, mais aussi auprès des personnes qui vivent avec des situations de précarité. Mais on peut s'interroger sur les coûts de ce que vous présentez aujourd'hui quand même, parce qu'on a l'impression que vous ouvrez les programmes, qu'il y a des prestataires qui vont s'ajouter, notamment ceux dont les problèmes ou les enjeux psychosociaux vont être reconnus. Alors, comment est-ce que vous pouvez affirmer qu'il n'y aura pas de coûts supplémentaires? Parce que l'exercice a été fait de manière extrêmement rigoureuse pour avoir un cadre financier où il n'y aurait pas de coûts supplémentaires. Fait avec ce projet de loi, on amène de nouvelles dimensions, la santé mentale, les enjeux psychosociaux. On fusionne des programmes. Alors, à certains endroits, on va réduire des coûts. À d'autres places, il y a une petite augmentation, mais au final,
il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est une réorganisation importante au sein d'un ministère qui a une fonction des plus importantes. Et si je peux me permettre une troisième question, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, élaborer sur le nouveau défi que représentent les enjeux de santé mentale? Ça semble être quand même assez nouveau, là. Bien, c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années. Là, on n'en parlait pas avant. Peut-être que c'était tabou avant. Puis je pense que la pandémie a eu un effet certain là, sur la santé mentale. Puis ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors, de reconnaître, ce qui n'était pas le cas dans le régime, l'ancien régime, disons, on reconnaissait avec peine les enjeux de santé mentale. Là, on fait appel à des professionnels de la santé, pas seulement que le médecin, mais des professionnels de la santé qui pourront déterminer ces problématiques de santé mentale. Le même poids que celle du médecin? Oui, ils pourront faire le diagnostic, puis ce sera déterminé dans le cadre du règlement qui va suivre là, l'approbation de l'adoption de cette loi. Juste une précision, je me permets, par rapport à ce règlement-là, est-ce que vous avez un enjeu avec le projet de loi Mme Lebel? Est-ce que vous devez attendre qu'un ou c'est pas du tout en même temps? Bien, on suit évidemment le projet de loi. Je suis heureuse qu'elle ait pu mettre de l'avant ce projet de loi parce que on va s'en servir, évidemment, de ce projet de loi. Mais vous pouvez aller de l'avant même s'il n'est pas adopté, par exemple. Bien, elle va sans doute l'adopter prochainement. Okay. Et puis l'identification des professionnels sera dans le règlement qui va suivre l'adoption du projet de loi. D'ici là, Mme Lebel aura sans aucun doute fait adopter son projet de loi. Merci. Valérie Gamache, Radio-Canada. Bonjour, Mme Rouleau. Je reviens sur l'argent, le 3,3 milliards là, que coûte le programme. Avez-vous un exemple de programmes justement qui seront fusionnés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts, là, que vous n'ayez pas à rajouter d'argent dans le programme d'assurance sociale? Exemple de programme de d'autres? Oui, qu'il y a des programmes qui vont être fusionnés. On fusionne l'assistance sociale et solidarité sociale. OK, mais en fait, ma question, c'est, vous avez répondu à ma collègue que dans le régime, il y a par exemple certains programmes qui seront fusionnés. Oui. Et avez-vous un exemple de programme qui sera fusionné pour justement qu'on ne déborde pas, là? Alors, très précisément, le programme d'assistance sociale et le programme de solidarité sociale vont être fusionnés pour devenir le programme d'aide financière de dernier recours. Okay. Ce qui fait qu'on réduit la bureaucratie, on réduit certains enjeux de fonction publique, on va réduire des enjeux pour les prestataires. Est-ce que je vais dans assistance sociale? Est-ce que je vais dans solidarité sociale? C'est compliqué. Il faut répondre à une série de questions, cocher la bonne case, et puis, alors là, ce sera un seul programme. Et quand vous parlez de diplomation, il y aura une prime à la diplomation? C'est un peu comme ça que vous le voyez? Puis, en fait, quel objectif vous avez? Vous dites, bon, il y a 40 des gens qui ont pas leur diplôme. Quel objectif vous avez par rapport à ça? Bien, c'est la formation, c'est la diplomation, c'est de faire en sorte que ces personnes qui n'ont pas aucun diplôme en obtiennent un, parce que c'est la base de tout. On mise beaucoup sur l'éducation là, dans notre gouvernement, et là, on voit qu'il y a une proportion de la population qui est sur l'aide sociale qui n'a aucun diplôme. Ils ont des enjeux. Alors là-dedans, on a des personnes qui sont intéressées à l'obtenir, leur diplôme. Ça va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Ils vont améliorer l'accès à un emploi mieux rémunéré, etc. Alors, on veut les encourager à faire leurs études. Il y aura une prestation pour le temps qu'ils font leurs études et un bonus à la diplomation, parce qu'il faut se rendre jusqu'au
Jusqu'au bout. Il est de combien, ce bonus-là? Est-ce qu'il est déjà déterminé? C'est pas déterminé OK. encore. On pourra le déterminer. C'est pas déterminé. Madame C'est Rouleau dans le doit règlement. se rendre au Conseil des ministres. Donc, tu avais une précision, Isabelle, puis moi, j'ai une mini-question ensuite par la suite. Juste savoir, est-ce qu'il y a un lien à faire entre les mesures puis la crise de l'itinérance? Bien, il y a de nombreuses personnes qui sont en situation d'itinérance qui sont des prestataires d'aide sociale. Alors, ça va nous permettre aussi d'aller, de mieux les accompagner, d'aller les chercher. C'est un travail conjoint qui se fait avec mon collègue Lionel Carman. Et, on parle des mêmes personnes, là, lui et moi, souvent. Alors, on a des intentions d'établir là, des plans d'action ensemble pour ça. Mais ça, oui, ça va aider les personnes qui sont en situation d'itinérance. Fanny Lévesque, La Presse, je voulais revenir sur la notion de dépenses. Dans le fond, est-ce qu'on comprend qu'il y a des programmes actuels qui ne sont pas pleinement utilisés, qu'on a un peu de marge de manœuvre là-dedans? Ou Bien, quand je parle d'objectif emploi, c'est que ça s'adresse aujourd'hui aux personnes qui font une demande pour une première fois, qu'on appelle les primo-demandeurs. Là. Et là, et ça fonctionne, mais on sait que on pourrait, en élargissant, on va aller chercher plus de personnes qui pourront avoir accès à ce programme, améliorer leurs prestations et, en fait, améliorer leurs conditions économiques parce qu'ils embarquent dans tout le processus d'emploi. Mais dans le contexte où vous dites que 40 les demandes ont chuté de 40 Depuis 20 ans. Est-ce qu'on laissait de l'argent sur la table? C'est ça ma question, parce que vous élargissez beaucoup. On ne laisse pas tellement d'argent sur la table je comprends que vous allez fusionner certains services, mais vraiment, vous êtes convaincu qu'on va, malgré ça, arriver à maintenir le cadre actuel budgétaire? Oui, on va maintenir le cadre actuel qu'on a planifié. Et on va... Notre objectif, là, parce que le projet de loi fait partie du plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Notre objectif, c'est d'aller chercher 50 000 personnes et de les amener vers l'emploi. On parlait de projets pilotes. Avec vos projets pilotes, est-ce que vous allez tester le revenu minimum garanti? Avec le projet pilote, on va tester certaines choses, mais je ne peux pas vous dire que ce sera ça précisément, là. Mais on va tester des façons de faire. On va tester au niveau de certaines clientèles qu'on peut aider parce qu'elles sont plus marginalisées, disons. Parfait. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci tout le monde. Merci.